Bonsoir à tous, amateurs d'épouvante et de frissons, et bienvenue dans une nouvelle histoire d'horreur qui entre à vos cauchemars. Le récit de ce soir vous plongera au cœur des affaires de police les plus étranges, les plus effrayantes et les plus inexplicables s'étant déroulées à Junction Falls, une petite ville perdue au fin fond des États-Unis. Ce sont les affaires paranormales les plus fascinantes que j'ai pu lire. Je vous laisse les découvrir. Je m'appelle Lisa Blake, et je suis un agent de police dans ce qui doit être l'endroit le plus bizarre, le plus étrange, le plus alien de toute la surface de la Terre. Une petite ville au milieu de nulle part appelée Junction Falls. Voici quelques-unes de nos affaires les plus perturbantes. Le 15 juillet 2006 était une nuit plutôt calme, jusqu'aux environs de 21h30. Après cela, l'enfer s'est déchaîné. Nous avons eu des appels de pas moins d'une trentaine d'habitants qui affirmaient qu'ils ne pouvaient pas dormir parce qu'un film était projeté au vieux cinéma en plein air de Westbrook. Cela nous a immédiatement interpellés, car vous voyez, ce cinéma était abandonné depuis que le multiplex l'avait forcé à fermer ses portes en 1979. Donc n'importe quelle projection là-bas était bien évidemment non autorisée. Lorsque nous sommes arrivés sur les lieux, un vieux film de série B était effectivement projeté sur l'écran géant. C'était un film de science-fiction sorti en 1956, dont le titre était « Ils viennent de Mars ». Le volume et la luminosité étaient au maximum, mais nous n'avons jamais trouvé personne sur le terrain qui aurait pu être responsable. En fait, la seule autre chose qu'il y avait était une Chrysler rouge de 1950, également vide, garée sur l'emplacement 21B. Nous nous sommes dit que nous pourrions chercher le responsable plus tard, la priorité sur le moment étant d'arrêter la projection avant que tous les habitants ne déclenchent une émeute en peignoir et pantoufles. Et c'est justement là que ça devient inexplicable. Nous avons cherché partout, absolument partout, chaque centimètre carré du terrain. Nous sommes même allés jusqu'à grimper aux plus hauts arbres pour avoir une vue dégagée de l'écran et l'espace autour. Mais aucun équipement de son ou de projection n'a été retrouvé nulle part dans un rayon de 2 km. Pour autant qu'on puisse en juger, le film tournait tout seul, sans aucun matériel, et nous n'avions pas la moindre idée de comment l'arrêter. Heureusement, une fois le film terminé, le silence et l'obscurité naturelle des lieux sont revenus. La Chrysler a également disparu, nous laissant frustrés et confus. Après cela, rien ne s'est produit à Westbrook pendant un bon moment. L'affaire que nous avions appelée « Projection Mystère » a commencé à être enterrée sous des affaires plus urgentes. Et plus les mois passaient, moins on y pensait, jusqu'à finir par l'oublier presque complètement. Puis, à exactement 21h30 le 15 juillet 2007, les projections ont repris, et les mêmes événements se sont répétés. Des habitants en colère, un terrain vide, une Chrysler dans l'emplacement 21B, et une recherche exhaustive mais infructueuse des individus responsables et des équipements utilisés. On s'arrachait les cheveux. Et ça ne s'est pas arrêté là. Le 15 juillet de l'année suivante, même chose. C'est arrivé l'année d'après aussi, et la suivante, et celle d'après. C'est arrivé chaque année depuis. Le 15 juillet, 21h30, ils viennent de Mars, Chrysler rouge, réglé comme une horloge. Au moment où je vous raconte ceci, nous n'avons toujours trouvé aucune explication sur comment le film pouvait bien être projeté sans matériel ni équipement. Mais nous avons tout de même découvert plusieurs choses depuis le début de cette affaire. Ils viennent de Mars a été entièrement financé par un homme du nom de Bill Booth, qui a aussi écrit, réalisé et joué dans le film en tant que protagoniste principal, croyant que cela lancerait sa carrière hollywoodienne. Mais malheureusement pour lui, la production a connu de gros ennuis quasiment dès le départ. Les coûts étaient montés en flèche. 2 acteurs ainsi que le directeur de production avaient abandonné en plein tournage, obligeant un Bill Booth inexpérimenté à produire et éditer lui-même le film, chose qu'il ne maîtrisait pas du tout, si le résultat final pouvait donner une quelconque indication de son niveau. Il s'était également ruiné lorsqu'il avait versé toutes les économies restantes de sa famille au cinéma en plein air de Westbrook pour tenir l'avant-première du film, le 15 juillet 1956. Malheureusement, Ils viennent de Mars a reçu des critiques très négatives de la part des rares critiques qui avaient assisté à leur propre projection. Et Booth a dû se rendre à l'avant-première seul, les acteurs et l'équipe étant trop embarrassés et ne voulant pas y être associés. Humilié, sans le sou et abandonné de tous, Bill Booth est allé à son avant-première dans sa Chrysler rouge, s'est garé sur l'emplacement 21B et s'est suicidé d'une balle dans la tête. De toute évidence, rien de ceci n'explique la façon dont un film peut se lancer tout seul, ou comment une vieille voiture peut apparaître puis disparaître comme le fait la Chrysler rouge tous les 15 juillet. Donc officiellement, l'affaire demeure non résolue. Mais lorsque les détails de cette affaire ont été rendus publics pour la première fois au mois d'avril de cette année,
L'histoire de ce que beaucoup ont supposé être le fantôme d'un vieux cinéaste a fait sensation. Et le 15 juillet, 350 personnes sont venues rejoindre une vieille Crossley rouge de 1950 pour regarder ensemble ce stupide et merveilleux film. Bien avant que je ne rejoigne la police de Junction Falls en 2005, une grande maison abandonnée de 2 étages dans le quartier de Shelby s'était forgée une bien macabre réputation. Vous voyez, à des moments aléatoires durant la nuit, vous pouviez entendre des hurlements, des cris désespérés et des appels à l'aide, venant apparemment d'une femme piégée à l'intérieur. Une unité avait été envoyée pour enquêter, mais bizarrement, une fois sur place, les agents de police n'ont pas été en mesure de localiser la femme prise au piège, parce que les cris semblaient toujours provenir d'une partie de la maison où personne ne se trouvait. Quand les cris provenaient de la chambre à coucher à l'étage par exemple, les agents présents à côté se précipitaient dans la pièce, uniquement pour la trouver vide. Les cris reprenaient alors, provenant de la cuisine. Ils allaient donc à la cuisine pour découvrir que les cris venaient maintenant de la cave. Et en arrivant à la cave, les cris reprenaient au niveau de la chambre à l'étage. Peu importe où ils se trouvaient, les cris venaient toujours d'ailleurs. Ils avaient fini par appeler des renforts, mais même avec un policier présent dans chaque pièce de la maison, ils n'ont pas été en mesure de trouver la source, d'isoler les cris, ni même de se mettre d'accord sur l'endroit d'où ils provenaient. Ils n'ont jamais trouvé la femme non plus, et tous les 6 hommes et 3 femmes qui étaient là-bas ont subi des dommages psychologiques allant de modérés à sévères à cause de l'expérience. En ce qui concerne le pourquoi du comment, la théorie officielle, du moins en ce qui concerne le déplacement du son, est qu'il s'agit d'une anomalie dans l'architecture de la maison qui influe sur l'acoustique de l'intérieur. Je ne suis pas sûre que qui que ce soit avale une explication pareille, mais au moins ils essayent. Mais personne n'a pu expliquer la source des cris à la base. Aucune femme n'a jamais été trouvée à l'intérieur, et elle n'aurait de toute façon jamais survécu depuis tout ce temps. Les prêtres l'ont déclaré libre de toute possession démoniaque, et l'homme qui avait construit, et plus tard vendu la maison, nous a assuré qu'il était aussi horrifié que nous, et qu'il n'avait certainement pas construit l'endroit avec des anomalies qui pourraient perturber l'acoustique, encore moins avec des compartiments cachés qui auraient pu contenir une femme captive. L'avis du département de police de Junction Falls: ne vous approchez pas de cet endroit. On peut toujours entendre les hurlements provenant de là-bas, et nous ne sommes pas prêts de comprendre le phénomène qu'il y a quelques années. Parfois, nous avons 2 affaires qui finissent par être connectées par une seule cause et une seule solution. Cette fois-ci, les 2 affaires étaient les suivantes. 1. Une série de disparitions affectant la population locale de sans-abri. Et 2. Des signalements, et je ne plaisante pas, d'un clown qui tenterait d'attirer les gens dans les bois. Pour des raisons évidentes, nous avons pris la première affaire plus au sérieux. Mais quelques semaines après le début de l'enquête, un commerçant est venu au commissariat nous remettre le film de la veille enregistré par sa caméra de sécurité, montrant un SDF drogué tiré vers les bois par, vous l'aurez deviné, un clown au pas sautant avec un col volanté. Nous avons pu traquer cette disparition particulière jusqu'à une petite cabane dans les bois, au-delà de la périphérie de la ville. Nous avons forcé la porte, pour tomber nez à nez avec une scène d'une brutalité spectaculaire, à nous couper le souffle. Les 600 abris disparus, incluant celui de la caméra de sécurité, étaient non seulement morts, mais également mutilés, brûlés et tordus, leurs cheveux arrachés, malades, défigurés. Ils avaient tous subi des expériences. L'un d'eux avait été amputé de ses 4 membres qui avaient été ensuite cousus dans le dos et les côtés des autres victimes, qui étaient, comme lui, mortes d'infection. Le dernier homme était relativement intact. Des substances lui avaient été injectées, allant du silicone au ciment, afin de produire des bosses, des poches et autres anomalies dans sa chair. Nous avons aussi trouvé le clown, qui s'est révélé être un fou instable nommé Terry Beard, et qui affirmait travailler au nom de quelqu'un qui se faisait appeler Monsieur Loyal. Lors de son interrogatoire, Terry disait qu'il ne connaissait pas l'identité de Monsieur Loyal, mais qu'il connaissait ses plans. Selon lui, Monsieur Loyal voulait seulement créer et mettre en place un carnaval classique appelé le cirque itinérant de Monsieur Mystère. Et bien sûr, aucun cirque digne de ce nom ne serait complet sans une véritable foire aux monstres. Terry a prétendu que Monsieur Loyal avait demandé son aide pour trouver des volontaires ou pas, comme il disait. Terry a été condamné à une peine d'emprisonnement à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle, et nous avons continué à chercher ce Monsieur Loyal, mais nous n'avons jamais réussi à le trouver. Environ 1 an après notre propre incident avec les sans-abri, les villes voisines ont commencé à signaler que leurs propres sans-abri étaient enlevés. Nous avons fait ce que nous avons pu pour les aider,
allant même jusqu'à proposer à Terry un deal pour obtenir des informations. Mais il a simplement éclaté de rire en disant qu'il aimait bien sa cellule, qu'elle était confortable. Au moment où je vous raconte ceci, l'avis de recherche est toujours actif, et n'importe quelle information sur Monsieur Loyal rapportera une récompense de 10 000 $. À une vingtaine de kilomètres au sud-est de Junction Falls, à côté des sentiers de randonnée, se trouve une vieille ville fantôme appelée Stamford Springs. Je ne suis pas une experte d'histoire, mais d'après ce qu'on m'a expliqué, c'était une petite communauté de la fin du 19e siècle, qui comprenait, à son âge d'or, un petit magasin d'alimentation générale, une clinique, une église et 12 ou 13 maisons. À l'intérieur des bâtiments, il y a toujours le mobilier d'origine, quelques vêtements dans les penderies, des jouets dans les chambres d'enfants, des ossements de petits animaux dans les granges, et divers autres éléments indiquant que l'endroit avait été abandonné à la hâte. C'est étrange, terrifiant et incroyablement fascinant. Personne n'a jamais su ce qui s'y était passé. Pour des raisons évidentes, c'est un coin très populaire pour fêter Halloween et réaliser divers défis. Mais voici pourquoi je vous raconte ceci. En 2009, un randonneur a signalé avoir entendu des pleurs et des gémissements provenant de la cour arrière de l'une des maisons. Il a donc prévenu les autorités, et les rangers ont trouvé et ouvert une cave qui n'avait jamais été découverte auparavant, dans laquelle une petite fille avait été enfermée pendant Dieu savait combien de temps. Elle portait une robe ancienne et était terrifiée. Après avoir vérifié qu'elle allait bien, les rangers lui ont posé toutes les questions classiques. Son nom, comment elle s'était retrouvée là-dedans, où et qui étaient ses parents, etc. La fille a dit s'appeler Abigail, que ses parents possédaient la maison au-dessus de la cave, et qu'ils l'avaient mise là le temps d'aller chercher les autres enfants. Elle insistait qu'on était en 1884 et que ses parents n'étaient absents que depuis quelques minutes, pas des décennies. Gardez à l'esprit que cette petite n'avait pas plus de 9 ou 10 ans, qu'elle avait les yeux écarquillés de terreur, qu'elle était confuse et tremblait de peur. Donc, soit elle était une actrice à couper le souffle, réalisant une des meilleures performances au monde sans aucune raison valable, soit elle était réellement convaincue qu'elle habitait dans le Stamford Springs du 19e siècle. Vous devinez probablement la suite de cette histoire. Les autorités ont cherché de manière exhaustive tous les dossiers de personnes disparues correspondant à la description d'Abigail, mais n'ont rien trouvé qui puisse lui correspondre. Il n'y avait aucun acte de naissance, aucun dossier médical, aucun numéro de sécurité sociale et aucune famille. Et bien sûr, les gens qui ont eu vent de la situation grâce au rapport ont fait des recherches de leur côté. Vous l'aurez deviné, il y avait effectivement un Thomas et une Elizabeth Jones, commerçants, qui vivaient à Stamford Springs en 1884, et qui avaient 3 enfants, dont une certaine Abigail. Gardez à l'esprit que nous n'avons toujours aucune information sur ce qui avait causé la perte de la ville. Les autorités ont fini par placer Abigail dans une famille d'accueil, et je n'ai aucune idée de ce qu'elle est devenue après ça. Mais c'est définitivement une des histoires les plus étranges s'étant passée à Junction Falls. J'en ai encore d'autres à vous raconter. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite.